Bien, bonjour Monsieur Gachet. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté ma proposition d'interview. C'est un réel honneur, en tout cas, de vous avoir ici aujourd'hui. Pas flatté, mais vous avez de la chance parce que je ne suis pas souvent là. Oui, ouais, ben, de toute façon, on va revenir à votre parcours. Donc, vous êtes fondateur de RTI Exploration, RTI qui veut dire Radar Technologies International. Vous êtes né à Madagascar, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Euh, Géologue, vous avez, on va dire, développé un WATEX, qu'on va en revenir un peu plus tard, qui permet de détecter des nappes phréatiques. Et donc, c'est assez amusant parce que en découvrant votre parcours, vous avez pu aussi rencontrer, vous êtes Yves Coppens, qui vous a décoré Légion d'honneur, que j'ai moi-même interviewé, j'ai eu l'honneur de l'interviewer. Et Alors, donc, ça monsieur, nous grand monsieur. Et donc, voilà, je suis très, très, du coup, ravi de pouvoir partager votre parcours et surtout vos travaux qui sont. Vous avez sauvé des millions de vies, quoi, on peut dire ça. Ça, c'est énorme. Et donc, ma première question que j'aimerais vous poser, c'est comment est venue l'idée, en fait, comment vous êtes lancé dans ce métier à la base, de géologue? alors, tout d'abord, je suis physicien hein, Oui, de base, spécialisé en mécanique quantique et en physique nucléaire. Et j'ai obliqué très rapidement vers l'école des mines pour explorer la Terre. Donc, c'est vrai que mon séjour à Madagascar m'a permis d'avoir un avant-goût de ce que c'est que l'exploration. Dans les années 50, mon père était inspecteur des eaux et forêts et avait en charge donc le domaine de forêt naturelle du nord de Madagascar. Et j'ai vu très très tôt ce qu'était l'exploration en terre quasiment inconnue. Et ça m'a donné le goût très tôt de l'aventure, mais de l'aventure étayée par un solide arrière-plan scientifique. Parce que l'aventure sans science, c'est souvent très stérile. Donc très vite, j'ai compris qu'il fallait que je fasse des sciences naturelles, des mathématiques, de la physique pour comprendre le monde et pour l'explorer avec beaucoup plus d'efficacité. Voilà, donc ça explique mon passage avant l'école des mines directement euh, par un cursus très, très académique en physique quantique et en physique nucléaire avant de basculer sur réellement l'exploration de la Terre. Et pendant 20 ans, donc après l'école des mines, j'ai été explorateur pétrolier et exploration de fluides profonds. Et très naturellement, quand j'ai quitté le pétrole pour l'eau, bah, j'ai utilisé quasiment les mêmes techniques pour rechercher un autre fluide qui, cette fois-ci, se renouvelle, contrairement au pétrole, et qui est profond. Alors pourquoi mon intérêt pour cette eau profonde? Parce que après 30 années d'observation de la Terre, la NASA a abouti à un bilan qui m'a paru extrêmement intéressant et très prometteur pour l'humanité. Il y a 100 fois plus d'eau sous le sol que tous les lacs et rivières à la surface de la Terre. Je dis bien 100 fois plus d'eau dans le sol que tous les lacs et rivières à la surface de la Terre. Je ne compte pas les glaciers, je ne compte pas les eaux de permafrost, bien sûr. Mais ce qui me fait dire que au moment même où on s'alarme sur le changement climatique, et avec raison d'ailleurs, mais l'épuisement des ressources en eau de surface, eh bien, très naturellement, depuis 20 ans, je me suis penché sur cette eau profonde en tant que pétrolier, armé par les nouveaux satellites espions américains déclassifiés qui sont devenus disponibles à la suite de la chute du mur de Berlin. Donc, j'étais un des premiers ingénieurs à faire mon shopping à Washington pour récupérer ces données militaires déclassifiées pour me permettre de rechercher donc les ressources souterraines. Alors, quand je dis ressources souterraines, il y a non seulement l'eau, mais comme je suis ingénieur des mines, bien entendu, je m'intéresse aux métaux de base, comme les métaux verts, le lithium et les terres rares. Et tout ça, c'est un package, si vous voulez, que j'ai appris à développer, et à la fois en théorie et bien sûr avec des applications pratiques immédiates de terrain. Comme je dis toujours, j'ai toujours eu la tête dans les étoiles et les pieds dans la boue. C'est la combinaison magique qui fait qu'on devient vraiment un vrai découvreur, et parce que pondre des concepts dans un laboratoire, c'est peut-être utile, mais c'est pas suffisant. Concrétiser sur le terrain, c'est là qu'on voit les limites entre l'écran et la Terre. Voilà, donc
Donc, naturellement, je suis devenu dans une continuité d'explorateur pétrolier, un explorateur de l'eau. Voilà. Alors, je vais peut-être anticiper, mais comment j'ai découvert, Oui, comment j'ai découvert c'est ça. cet algorithme qu'on appelle WATEX, qui veut dire Water Exploration. Eh bien, c'est en étudiant les fuites d'un énorme oléoduc construit par Kadhafi, qu'on appelle la Grande Rivière Artificielle en Libye. C'était en quelle année, pardon? C'était en quelle année C'était vous en avez... 2002. En 2002. 2002, sans D'accord. prendre la crise du Darfour, en Ok. 2002, j'ai découvert les fuites dans un projet pétrolier pour Shell. Je faisais partie du Game Changer Group à Shell. Donc, je développais pour le pétrole des algorithmes pour la recherche pétrolière. Et j'ai découvert une fuite souterraine que je n'ai pas comprise tout de suite. En fait, il s'agit d'une fuite d'eau d'un gigantesque aqueduc enterré. Euh, les gens avaient constaté que Tripoli ne recevait que 40% de l'eau de cet aqueduc. 60% était perdu dans le désert. Alors, ils ont fait voler des avions d'observation, des hélicoptères pour essayer de trouver la fuite. Ils n'ont pas trouvé. Et moi, dans cette expertise pour Shell, j'ai vu une énorme anomalie et j'ai compris très vite qu'il s'agissait d'une anomalie eau, en plein désert, donc il n'y avait rien à faire là. Et j'ai compris qu'il y avait derrière tout ça un pipeline. Et je me suis dit que si j'étais capable de détecter des fuites souterraines d'eau, je serais peut-être un jour capable de détecter des aquifères, c'est-à-dire des masses d'eau souterraines sur de plus grandes extensions. Pour ça, il fallait que je change de fréquence. Il a fallu que bon, je me suis cassé la tête pendant 2 ans, mais quand j'ai annoncé à Shell que je m'intéressais à ça, ils m'ont dit, Alain, tu es payé pour chercher du pétrole, pas de l'eau, l'eau n'est pas cotée en bourse, ça ne nous intéresse pas. D'accord. Et j'ai eu cette vision que l'eau allait devenir plus importante que le pétrole, et j'ai passé 2 ans en recherche et développement, tout seul, de mon côté, et pour découvrir, après de multiples échecs répétés, la nuit, j'ai eu un rêve et qui m'a réveillé, j'ai pris des notes. Le lendemain matin, j'ai exécuté ces notes. Et c'est comme ça que j'ai mis en place l'algorithme qui, de façon extraordinairement magique, m'a révélé, je dirais, sur 200 000 km², tous les aquifères souterrains qui attendaient là. Et au moment où la crise du Darfour a éclaté, c'est-à-dire 15 jours après ma découverte, j'ai été contacté par le Haut Commissariat aux réfugiés qui savait que je travaillais sur l'eau et qui m'ont dit, Alain, on a 250 000 bonhommes sur le dos qui sont arrivés du Soudan. Ils sont répartis sur 650 km de long tout le long de la frontière du Tchad et du Soudan. Nous, on amène de l'eau par camion, mais ça nous coûte des millions de dollars par semaine. Est-ce que ton algorithme pourrait nous aider? J'ai dit, écoutez, je n'en sais rien, mais c'est le moment ou jamais d'essayer. C'est l'épreuve de vérité. Donc, 4 mois après, 4 mois, parce qu'il a fallu quand même que je recompose tout le Soudan, tout le Darfour soudanais sur mes écrans. Et quand les documents ont été prêts, quand ma vision a été clarifiée, j'ai débarqué sur le terrain et je me suis retrouvé au milieu de la mêlée des réfugiés. J'ai été transformé en gibier moi-même, le gibier des Janjaweed, des cavaliers arabes. Mais bon, j'ai assumé avec une Land Rover pourrie parce que plus de autres voitures étaient en panne. Et en l'espace de 4 mois, j'ai fait forer 250 puits pour 250 000 réfugiés, avec un taux de succès de 100%. Vous Donc avez là, c'est aussi, pardon, vous avez aussi présenté votre projet à Monsieur Kadhafi, mais qui lui l'a refusé. Pour quelle raison? il n'a pas refusé. Il était simplement offensé que je Ah puisse oui, découvrir de mon bureau à Tarascon ce qui se passait en Libye et qu'eux n'arrivaient pas à trouver. Donc, on ne sait jamais à quelle sauce on va être dévoré. Soit à la sauce d'un espion qui va être exécuté immédiatement, soit interdit de séjour. Mais comme je présentais ce programme en compagnie du président du Congo, qui est un ami, le président du Congo m'a dit, Alain, tu rentres dans mon avion personnel directement à Brazzaville, tu ne repasses pas à Tripoli, tu ne repars pas en France directement, je t'offrirai un billet de retour de Brazzaville. Donc, je suis reparti dans le jet privé du président à Brazzaville pour m'échapper de cette menace imminente. Voilà. Donc, j'ai pu m'exprimer devant Kadhafi parce que j'étais sous la protection du président du Congo. Mais tout ça pour dire que l'eau, c'est un sujet sensible. D'ailleurs, après mon intervention à Tripoli, Kadhafi a désarticulé, a exécuté tous les responsables de la direction hydraulique à Benghazi.
Donc, j'ai un peu de remords parce que j'ai probablement j'ai la disparition de ces bonhommes sur le dos à partir de mon intervention. Ils ont vérifié, effectivement, la fuite était bien là où, à 100 mètres près, exactement là où j'avais indiqué. Et ça a fait quand même des dégâts. Et je n'ai plus remis, bien sûr, depuis les pieds à Tripoli. Alors la Voilà. question que j'aimerais vous poser surtout, c'est comment on détecte l'eau? Comment ça fon la technologie, comment ça fonctionne, en fait? Alors ça, c'est mon passage en physique quantique. L'eau est une molécule extraordinaire. C'est la plus commune sur Terre, mais c'est la plus incroyable de par ses propriétés physiques. L'eau H2O, c'est une molécule qui est polaire, c'est-à-dire elle a deux électrons libres qui font que cette molécule est très sensible aux variations du champ électromagnétique. Et on l'applique, nous, tous les jours quand on fait la cuisine au micro-ondes. Le micro-ondes, c'est une antenne radar de 4 GHz, 4,5 GHz, c'est-à-dire que il y a 4,5 milliards de vibrations par seconde. Et donc, la molécule d'eau dans notre nourriture est exposée à des vibrations de 4,5 milliards de vibrations par seconde. Autrement dit, c'est un vrai combat de boxe que c'est les molécules d'eau à l'intérieur de notre nourriture. Ben, ce combat de boxe, ça chauffe. Ça chauffe, c'est comme ça qu'on crée de la chaleur, c'est l'agitation moléculaire. Et je me suis dit que, puisqu'il y a des satellites radars, et ça c'est la déclassification des instruments militaires américains, satellites radars qui recouvrent la Terre font agiter, bien sûr à moindre amplitude, ces mêmes molécules d'eau piégées dans le sol. Et là, je me suis dit, t'as peut-être un truc à observer là. Mais c'était très difficile parce que, effectivement, les molécules s'agitent sous les stations radar. Quand il y a des molécules d'eau piégées dans le sol, un sol humide, donc un aquifère qui est en dessous, elles vont s'agiter, mais le radar, il va recevoir tous les échos. Les toits des maisons, les routes, les camions, les forêts, les rochers, en même temps que cette faible agitation moléculaire. Donc, l'objectif, c'était de trouver l'algorithme qui me permettrait de filtrer tous ces, tous ces parasites pour pour ne révéler que l'agitation moléculaire de faible amplitude, mais assez régulière. Et, et c'est là que je me suis cassé le dos pendant les dents pendant 2 ans. Et puis un jour, ce rêve m'a donné la formule magique que j'ai exécutée. Et d'un seul coup, tous les obstacles de surface ont disparu pour ne laisser que cette musique moléculaire qui se traduit par de très belles couleurs, qu'il faut amplifier, bien sûr, parce que c'est assez ténu, c'est un chant assez ténu qu'il faut mettre en valeur. Et je me suis rendu compte que chaque pays avait sa signature souterraine. J'ai découvert des galaxies souterraines. Donc Et les galaxies de l'Irak ne sont pas les mêmes que celles de la Jordanie, ne sont pas les mêmes que celles du Kenya. Et c'est des branches de la galaxie qu'on va forer. Et ces branches, elles sont indiquées avec une précision de 6 mètres sur des pays entiers. Et c'est comme ça qu'au Darfour, j'ai fait forer par l'UNICEF entre 2005 et 2008 1700 puits avec un taux de succès de 98%, ce qui m'a valu les honneurs de la Space Foundation euh, sur proposition de la NASA. Voilà, donc, et puis j'ai reçu dans la foulée la Légion d'honneur pour avoir changé la vie de plusieurs millions de personnes pendant la crise du Darfour. Donc pour moi, c'était un grand champ de bataille dans lequel j'ai risqué ma vie parce que mon chauffeur, qui était un fou furieux, m'a engagé sur des pistes minées le long de la frontière et entre la prise d'otages et les mines antipersonnelles sont vraiment les deux obstacles que je redoute le plus. La mort, ça va très vite, mais pris en otage, on rentre dans un tunnel, on ne sait pas quand on en sort. Et les mines antipersonnelles, si on meurt tout de suite, ça va, mais si on reste mutilé le restant de sa vie, c'est pas un bon plan pour moi. Voilà, donc j'ai navigué entre science, mines antipersonnelles et prise d'otages pendant quasiment 2 mois de mission au Darfour pour aboutir finalement à des résultats tout à fait sensationnels qui ont prouvé que mon concept de mécanique quantique appliqué avec la télédétection spatiale et la géologie, bien sûr, c'est une brillante combinaison de plusieurs éléments qui, euh, qui ont sauvé la situation. Voilà, donc je dis que j'ai été porté et je reste toujours porté par cette magnifique technologie
Euh, et là, je pars dans 10 jours au Kenya et on va apporter l'eau aux populations. On sait exactement où il faut aller. Et ils m'attendent un peu comme Moïse. Ça fait bizarre quand même. Je rentre, je rentre dans une espèce de légende, si je puis dire, qui m'embarrasse beaucoup parce que j'ai une démarche très laïque. Mais c'est vrai qu'on touche aux ressources de la Terre qui sont inconnues, qui sont invisibles, et on est un peu sorcier. On est un peu sorcier quand on arrive dans ces pays-là. Là où tout le monde s'est planté, j'arrive quand même à avoir un diagnostic assez, assez pertinent et rapide. Et rapide. Ce que j'aime Voilà. beaucoup dans votre parcours, c'est que vous interconnectez, on va dire, le monde de la NASA avec le monde terrestre, le monde souterrain. On parlait de technologie, mais pour vous aussi, et c'est même primordial, c'est la continuité de votre initiation avec les Pygmées. Ah, ben, les pygmées ont été la clé pour moi parce Voilà. que les pygmées, je vois que vous avez lu mon livre, L'homme qui fait jaillir l'eau du désert. Et je viens d'en sortir un autre aussi en anglais, Water and Peace. Parce que les Pygmées vous ont permis du coup de, bah, de voir autre Alors, chose qui les ne sont pas. pygmées, ce sont les plus extraordinaires environnementalistes que je connais. Ce sont des Voilà. vers authentiques, sincères et bien éduqués, paradoxalement, par rapport à nos élites qui, qui ont très peu de sens pratique. Les pygmées sont en permanence en observation de la nature. Et c'est avec eux que j'ai fait mes premiers travaux de recherche. Alors, à l'époque, avec les pygmées, je recherchais plutôt de l'or. Quand on quitte une boîte pétrolière, on n'a pas le droit de travailler pendant 4 ans pour la concurrence. Donc, pendant 4 ans, j'ai pu travailler pour d'autres sociétés pétrolières. C'est-à-dire que je ne voulais pas, je ne voulais plus travailler pour les sociétés pétrolières. Donc, j'ai commencé par faire de l'exploration minière. Et pour nourrir ma famille, eh bien, comme j'étais au Congo, je voyais que les pygmées trouvaient de l'or dans les rivières. J'ai essayé de comprendre un petit peu d'où venait cet or. Et puis j'ai pas compris. J'ai pas compris tout simplement d'où venait cet or. Donc, jusqu'au moment où j'ai vu la première image radar de l'American Shuttle qui passait au-dessus de cette zone. Je suis allé à Washington, j'ai acheté cette image et je l'ai repositionnée par GPS et j'ai compris que l'or venait de collines sous la forêt qui n'avaient jamais été cartographiées. Et, euh, Et là, je suis retourné, j'ai demandé au pygmée d'aller dans la direction qui m'intéressait. Il m'a dit, ah, non, non, là, il y a des génies, tu peux pas y aller. Et puis, si vous savez que j'ai pas peur des génies, donc on va y aller ensemble. Et on a mis 3 jours de marche en forêt, il renaclait un peu, mais bon. Et puis j'ai compris, parce qu'il renaclait, parce que l'or venait de là. Ils avaient déjà fait des trous, et ils voulaient pas que je le sache. Alors, le coup des génies, c'était un argument, il soit-il, mais qui m'a fait rigoler. Alors, ils m'ont demandé, mais toi, comment tu as fait pour découvrir notre gisement? Écoutez, vous avez vos génies et moi, j'ai ma magie. Donc, on est resté là-dessus. Et c'est là que j'ai compris qu'avec le radar, avec l'utilisation du radar dans le milieu forestier très dense, j'étais en train de créer un nouveau métier. Voilà. Et par accident, j'ai aussi découvert plus tard que dans les zones désertiques, ce radar me servait à trouver de l'eau. Voilà, donc c'est à travers les pygmées que j'ai eu ce déclenchement de réflexe intellectuel, mais bon, c'est vrai que j'ai utilisé dans Forêt les premiers GPS qui étaient à l'époque, si, dans les années 80, 95. Les premiers GPS arrivaient, donc j'ai été le premier à m'en servir en forêt. Il y a eu beaucoup d'innovations qui sont apparues grâce à la guerre des étoiles du président Reagan. Et je dirais que j'ai toujours, je ne sais pas quel est aucun tropisme particulier pour Reagan, mais grâce à cette guerre des étoiles, il a offert à notre génération un arsenal absolument extraordinaire d'outils satellitaux euh, qui nous servent vraiment à créer le bien. Cette guerre d'étoiles qui n'a pas eu lieu a généré des outils de paix. Et ça, c'est quand même vraiment génial. C'est le paradoxe de notre civilisation. En fait. Paradoxe avec lequel il faut toujours travailler. J'adore les paradoxes parce que il y a des détours tout à fait inattendus de l'histoire qui sont extrêmement intéressants. Voilà. C'est un peu turbulent tout ce que je vous dis, mais Ça, c'est ça illustre la spirale dans laquelle j'ai été entraîné, en fait, et qui se poursuit puisque notre algorithme s'est prodigieusement développé. Euh, Mon fils a pris le relais et a travaillé avec une équipe de la Silicon Valley pour développer, grâce à l'intelligence artificielle, une application sur téléphone portable.
Et à partir de ce téléphone portable, bah, les gens maintenant peuvent trouver de l'eau. On est en train de transformer le téléphone portable en baguette de sourcier de Moïse. Waouh. On rentre nos algorithmes dans ce téléphone portable et les gens savent exactement où forer et à quelle profondeur. Et surtout, on leur dit, là, il n'y a pas d'eau. Alors ne forez pas, ne dépensez pas d'argent. Par contre, quand il y a de l'eau, on leur dit, voilà, c'est à telle profondeur. Donc, on est en train de couvrir, on a démarré par l'Afrique. On va probablement, d'ici un an, on aura couvert le monde entier. On aura épluché la planète comme un oignon, si je puis dire, pour montrer, pour mettre à disposition de l'humanité, à travers un outil que tout le monde possède, un téléphone portable, avec une application, et puis leur dire, voilà, ben, où est votre parcelle agricole, où est votre centre hôtelier où vous voulez héberger des touristes. Eh ben, là, vous cliquez, vous rentrez, vous donnez vos coordonnées, et nous, on vous dit, bien sûr, il faut payer. C'est une application. Il faut bien qu'on vive de quelque chose. On ne vit pas que d'eau, d'amour et d'eau fraîche. Et voilà, donc c'est la version un peu ultime de toute cette réflexion qui a été menée depuis 20 ans maintenant, et avec, maintenant l'idée qu'avec le changement climatique, euh, eh bien, on a pris beaucoup d'avance par rapport à ceux qui nous disaient il y a 20 ans, l'eau n'est pas cotée en bourse, laisse tomber, ça n'a aucun intérêt. Avec la crise du Darfour, j'ai bien compris que, on était devant un théâtre qui allait atteindre une gigantesque proportion, qui allait atteindre quasiment le monde entier. Le Darfour m'a vraiment dit, ah là, attention, tu es en train de jouer un truc énorme. C'est pas simplement un conflit ethnique, c'est un vrai problème climatique qui engendre bien sûr un tas de malheurs sociaux, qui va déstabiliser les États les plus faibles, mais que si tu arrives à trouver suffisamment d'eau pour aider ces populations, tu peux éviter des conflits. Autrement dit, peu d'eau, c'est la guerre, mais avec beaucoup d'eau, on peut espérer amener la paix. C'est le titre d'ailleurs de mon dernier livre en anglais, Water and Peace. Et je suis intimement convaincu que quand je voyais au Darfour que tout le monde tuait tout le monde pour n'importe quoi, tout le monde tuait tout le monde pour n'importe quoi. Parce qu'il devenait fou. Sans eau, on devient fou. Dès qu'on trouve de l'eau, on change de rythme, on change, on change de paradigme, on change d'orbite. Littéralement, on change d'orbite. Et les sociétés qui sont impliquées, qui regardent assez stupéfaites dans une zone déserte où tout le monde avait prédit qu'il n'y avait pas d'eau. Et nos algorithmes disent, si, il y a de l'eau, tu fort, mais par contre, il faut faire profond parfois. Euh, je vois le bouleversement dans les yeux. Et j'ai découvert beaucoup de pétrole quand j'étais pétrolier, dans différents pays. Découvrir du pétrole, on est fier. Fier parce que techniquement, c'est difficile. On joue avec des concepts qui sont assez tordus. Trouver du pétrole, ouais, faut être bon. Faut être bon et on est fier quand on voit le pétrole jaillir. Trouver de l'eau, on n'est pas fier. On est ému. On est ému. Ce sont les tripes qui parlent, c'est pas la tête. C'est la grande différence entre l'eau et le pétrole. Entre fierté d'un côté et émotion de l'autre. Parce que, bah, j'allais dire quelque chose de trivial, c'est vrai que l'eau c'est la vie, mais c'est surtout les espoirs. Actuellement, ce monde est désespéré avec le changement climatique. Et ce désespoir conduit aux pires errements, aux pires attitudes, comme au Darfour, où tout le monde tuait tout le monde pour n'importe quoi. Dès qu'il y a de l'eau, on change de paradigme. On crée de l'espoir, on crée l'agriculture. L'agriculture saisonnière est condamnée à mort dans beaucoup de pays à cause du changement climatique, puisque les saisons sont totalement dérégulées, et s'il n'y a pas un appui d'irrigation, donc savoir où sont les aquifères plus profonds, c'est la mort. Donc là, on peut sauver des zones entières. Là, on vient de finir un énorme projet au Niger, le plus pauvre des pays du G5 Sahel, le plus pauvre. Après 2 ans d'études, s'avère être le plus riche en eau profonde, le plus riche. C'est-à-dire que là, on peut changer complètement l'avenir de ce pays. Bon, à part le fait qu'il y a eu un coup d'État, j'ai passé une demi-heure en tête-à-tête avec le président Bazoum pour l'aider à préparer son plan quinquennal avec les résultats qu'on avait. C'est le plan directeur du développement d'un pays. Avec nos cartes, on y va. On sait où aller. On sait où faire de la grande agriculture. L'agriculture pour les riches, c'est avec de l'eau profonde sur d'immenses surfaces. L'agriculture pour les pauvres, c'est de l'eau entre 5 et 25 mètres avec des pompes solaires. On sait exactement où ça se situe. Donc, on arrive vraiment en fonction du budget de chacun
On sait où investir et comment. Coup d'État est arrivé par là. Maintenant, on ne sait pas quoi faire de ces résultats-là, mais au moins, ce qu'on a fait au Niger, on pourra le refaire ailleurs. On pourra le répéter différentes, euh, différentes surfaces dans différents pays. Voilà à quoi ça nous a préparé. Donc, il faut considérer que tout ça, c'est une répétition générale. Alors, je dis toujours, changement climatique, cessons de nous lamenter, retroussons nos manches et commençons à bosser sérieusement sur l'identification des ressources. Et puis, je dirais aussi, profitons des longues périodes de sécheresse pour préparer la recharge de ces aquifères. Parce que c'est bien beau de pomper de l'eau, mais il faut que ça se remplisse quelque part. C'est comme une bouteille, on peut la vider, mais il faut aussi la remplir. Donc. Et là, ce qui est intéressant, c'est avec le système Watex, on voit, on voit les zones de remplissage. On sait où est-ce qu'il faut y remplir, dans les zones de désaturation des aquifères, qui sont parfaitement identifiées. On sait que c'est là qu'il faut aménager le territoire, prendre un bulldozer, faire des tranchées. Quand il y aura des pluies averses torrentielles, les pluies vont rester bloquées par ces tranchées, qu'on peut renforcer par des gabions, mais il ne faut pas les faire n'importe où, ces tranchées. Donc, une fois qu'on a compris ça, eh bien, on va ralentir les inondations, on va permettre l'eau de se réinfiltrer, mais si en plus on plante des arbres aux endroits, des arbres utiles, pas des eucalyptus et des pins qui vont cramer au premier feu, mais des arbres utiles, des arbres fruitiers qui vont réinstaurer la biodiversité. Là, on peut jouer gagnant. Donc, le changement climatique ne doit pas faire peur. Il faut simplement qu'on ait une vue claire sur les ressources en eau souterraine et qu'on profite des périodes de sécheresse pour aménager le territoire, replanter des haies, refaire des fossés de stockage d'eau faut rediriger, il faut piloter l'eau, il ne faut pas lui laisser faire n'importe quoi, raviner les sols, arracher les racines, parce qu'il n'y a plus de racines, il n'y a plus d'arbres. Alors, à plus forte raison, replanter des arbres. Et c'est avec ça que notre génération arrivera à s'en sortir et pour préparer l'avenir. Alors, c'est sûr qu'un arbre, faut attendre 20 ans avant de voir les effets, mais on peut aller beaucoup plus vite avec les gabions et les tranchées de bulldozer. Moi, je suis assez expéditif. Un bulldozer et des gabions, on peut faire sur place, fabriquer sur place. On peut faire des ouvrages de recharge des aquifères de toute beauté et de grande efficacité. Alors, tout ça paraît très simple. Non, non, parce que derrière, il y a beaucoup de politique. Je dois dire à mon plus grand désarroi que cette crise arrange pas mal de gens. La panique permet de faire un business assez sordide, d'expédients. Je n'aime pas les bassines qu'on fait en France. C'est une réponse de pauvres, c'est une réponse d'idiots. Les bassines en France, je dirais non, il faut faire autre chose. Restaurons les restanques, toutes les restanques qu'on connaît bien en Provence, qui sont ces murets de pierre qu'il y a partout dans les champs, qui servaient à retenir les sols, qui servaient à retenir l'eau, qui servaient à faire de l'agriculture familiale à petite échelle, mais qui nourrissaient des millions de personnes. Ces restants sont abandonnés en France et en Italie, en Espagne, depuis la guerre de 14. Il y a tellement d'hommes qui sont morts que les restants ne sont plus maintenus. Ce sont des ouvrages qui sont très anciens, qui datent de l'époque romaine et gréco-romaine, mais c'est ça qui va sauver notre pays. C'est ça qui va bloquer l'érosion sur les pentes, c'est ça qui va retenir les sols, c'est ça qui va permettre de faire de l'agriculture, du maraîchage, qui va nous nourrir, parce que mais on est en train de bétonner comme des malades et de faire un peu n'importe quoi dans ce territoire, faire disparaître les zones humides qui sont nécessaires pour les zones de migration des oiseaux, tout un tas d'écosystèmes qu'il faut absolument restaurer. Alors profitons de la saison sèche pour aménager le territoire, et cessons de nous lamenter sur les périodes trop sèches et trop longues, et d'un seul coup, ces inondations qui sont le contre-coup du manque d'aménagement du territoire. Donc, moi, je reste ingénieur. Un ingénieur a toujours des solutions pratiques à mettre en œuvre. Et je dirais que les nouvelles technologies sont extraordinaires, que ce soit en biologie, la biologie des sols, la biologie des arbres, la croissance des arbres, la mycorhisation, les bactéries qui rendent l'arbre intelligent, ces arbres qui vont intercommuniquer
On est devant un champ d'expérimentation, de découverte qui est phénoménal pour notre génération. Je dirais que si on accepte cette vue pluridisciplinaire, et c'est là qu'est la clé de la réussite, de la lutte contre les conséquences du changement climatique. On ne luttera pas contre le climat. Le climat, c'est une donnée qui vous dépasse totalement. Et on va lutter avec notre intelligence contre les conséquences de ce changement climatique. On va s'adapter de façon intelligente. On va adapter nos plantes et nos cultures de façon intelligente. Il faudra qu'on adapte notre habitat de façon intelligente, qu'on remodèle le territoire sans trop de bouleversement. Je vois ce que les Romains et les Grecs avaient fait. Je dirais, je reviens d'Italie du Sud où je vois encore ces ouvrages antiques, mais qui marchent du feu de Dieu. Et les paysans du coin, ils savent refaire un mur en pierre. Ils n'ont pas besoin de gabion. Le gabion, c'est la version moderne du muret antique. On ne sait plus faire un muret sans ciment. C'est vrai que ça demande une certaine science. Maintenant, on fait du gabion. Tant mieux, faisons du gabion. C'est la version moderne. Et c'est ça, ce sont des choses simples, des concepts simples qui nous sauveront. Parce que c'est vrai que ces pertes de sol sont très préoccupantes par l'érosion. C'est ça le changement climatique, c'est le développement des extrêmes, extrêmes inondations, extrêmes sécheresses, extrêmes feux de forêt, parce que nos forêts sont plus du tout adaptées. Nos parents, nos grands-parents ont planté des forêts artificielles. Les seules forêts qui existent encore en France, ce sont les forêts plantées par Richelieu, les forêts de chênes pour la marine royale. Ceux-là, ils n'ont pas bougé, ils sont toujours là. Bon, peut-être des leçons à apprendre de nos anciens. Tout à fait. Voilà, j'étais très bavard, excusez-moi, Ah bah, c'est super enrichissant. Du coup, monsieur Gachet, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur votre site, c'est ça? RTI, X, exploration.com, ouais. voilà, .com. Là, il y a des documentaires, j'ai vu qu'il y a pas mal de documentaires parce qu'en fait, ouais, il faut dire aussi les choses, c'est que la France, a mis quand même un peu de temps quand même à reconnaître quand même, à s'intéresser à vos travaux, quoi. On est toujours un peu Non, en retard d'ailleurs. la France s'intéresse pas à mes travaux du tout. Ah ouais, La donc France, carrément. ils ont leur lobby. Moi, je ne fais pas de politique, donc je suis totalement inconnu des médias. C'est dingue, Donc, c'est fou. non, on m'a remis la Légion d'honneur, je pense que c'est un miracle, je ne sais pas par quel miracle c'est arrivé. Par un grand monsieur. C'est tout, mais C'est ça qui est non, assez non. incroyable quand même. En fait j'ai plusieurs fois demandé à être reçu au Quai d'Orsay parce qu'on touche l'intérêt des États. On touche à Oui, en l'intérêt des plus c'est États. le sujet phare, quoi, en ce moment. J'ai jamais été invité. On m'a toujours Incroyable. accroché. Donc, j'ai pas assisté parce que, en fait, dans la vie, j'aime pas commander. Je préfère être Oui, désiré. bien sûr. Bah, oui, Tout. c'est à Et vous de faire ces démarches, je suis désiré par les Américains avec lesquels je travaille sur des très, très oui, gros contrats. Pourquoi me casser la tête, me faire humilier en France? ouais, C'est ça, quand on n'est pas reçu là où on voudrait être efficace, il y a une espèce de forme d'humiliation quand même qui vous impacte. Et donc, ça, j'aime pas ces pensées négatives, donc je mmh, dégage. ouais, Et là, c'est vrai que maintenant, je fais les choses de mon côté avec des partenaires géniaux, mais qui sont américains. Ils sont américains, toi, ils pas raison. ouais, Donc là, je vais lancer les opérations au Kenya. C'est un groupe à Washington avec lequel j'ai sympathisé, qui avance avec moi sur des projets d'agriculture, de justice environnementale aussi. J'aime bien les gens éthiques. Bon, c'est vrai qu'il y a une connotation religieuse là-dedans aussi, quand on est américain, mais peu importe, l'éthique, c'est l'éthique, c'est tout. C'est le respect de l'individu, c'est le respect de l'homme, le respect des grands équilibres écologiques. Pour moi, c'est la seule chose qui importe. La vérité, elle est dans l'équilibre. mmh, Elle n'est pas dans le désordre, elle n'est pas dans l'anarchie, elle n'est pas dans la destruction. Moi, je suis un bâtisseur, j'aime les gens qui collaborent avec l'esprit de participation. J'aime réunir autour de moi des esprits qui sont éclectiques, qui apportent chacun leur pierre à l'édifice. Et, euh, puis avançons. Avançons avec ça. Et il y a vraiment des hommes de bonne volonté autour de moi qui sont exceptionnels, avec lesquels j'avance. Et puis, il y a toujours cette flamme quand vous faites quelque chose au sein des populations qui vous attendent, qui espèrent de vous le coup de baguette magique. Ben oui, le coup de baguette magique, il existe. Il existe quand on fait un puits là où personne pense qu'il y aura de l'eau, où tout le monde me dissuadait d'aller parce que l'eau, paraît-il, ne se renouvelle pas, parce que l'eau, paraît-il, est salée. Et je lui ai dit, écoutez, laissez-moi faire, c'est moi qui paye. Ma société paye.
Donnez-moi simplement l'autorisation de forêt, c'est tout. Je n'ai pas besoin de vous, en dehors de cette autorisation. Ouais, Et comme vous avez j'ai vu dans une conférence, il y avait plus de 33 millions de personnes. oui, 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 C'est énorme. on a fait, Et on a c'est- fait un gros boulot de cartographie qui a permis à l'UNICEF, pendant la crise du Darfour, de forêt, et puis on a continué en Irak, la reconstruction des zones détruites par Daesh. En Irak, bon, les gens, sur mes indications, sont descendus à 300 mètres, mais là, au moins, on reconstruit les écoles, les hôpitaux et les villages. Et de voir ces populations qui vivent au milieu des décombres d'un seul coup, qui vont se reconstruire autour d'un point d'eau, pérenne, durable. C'est ça qui est important. C'est pas un machin qui fait pchit. On s'intéresse à la durabilité du projet. Bah, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. On apporte la vie là où la mort est passée avant, quoi. On reconstruit sur des décombres, on reconstruit sur des âmes qui sont brisées et on redonne de l'espoir. Parce que, en fait, dans le fond, dans l'humanité, qu'est-ce qui est le plus important? C'est l'espoir, fondé sur des vraies valeurs. C'est tout. Le reste, qu'est-ce que c'est? Rouler en belle voiture, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est vraiment de créer l'espoir dans les yeux des gens. Et à partir de cet espoir, tout devient possible. Tout devient possible. C'est ça qui est beau à travers l'eau. Et j'ai remarqué aussi que ceux qui s'intéressent beaucoup à l'eau, c'est d'abord essentiellement des femmes, hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, j'ai des très, 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 très surpris. J'ai découvert ça en Angola. Ouais, ça. euh, et j'ai vu ça après se poursuivre en Afrique. En Afrique, quand je vais faire un foire dans un village, je vais voir la matriarche, la femme d'influence, et puis je lui explique, voilà, c'est toi qui vas me dire où est-ce que tu veux qu'on forte. Je sais déjà où forer, bien sûr, mais va me dire où est-ce qu'il faut. Parce que moi, je travaille sur les aquifères géants. Et j'attends d'eux qu'ils me donnent un point. Parce que ça, c'est un point tribal. Le point qui va permettre à toutes les ethnies qui sont en conflit a priori, ça va permettre d'éviter le conflit. Ça, je ne le vois pas par satellite. Le point tribal, il y a que me le donner. Et effectivement, quand on part suivant leurs recommandations, d'abord, ils se sont impliqués. Et ensuite, nous, ça nous protège de tout conflit ultérieur entre tribus. Ça, c'est très important. Voilà, donc ce point tribal, je ne le vois pas par satellite, mais j'ai besoin de rencontrer la matriarche qui va me dire, voilà, c'est là qu'il faut forer, parce que c'est là que les esprits, vu de leur façon, c'est là que les esprits vont être apaisés. Voilà, donc, Bon, et donc ce contact humain, il est quand même, au-delà de tout aspect scientifique rigoureux, ce côté humain et rationnel est extrêmement important. en tout Il cas, faut qu'on Monsieur vive Gachet, merci infiniment pour tout ce que vous faites et bah, en tout cas, comme je dis toujours, l'aventure continue et c'est plus vital, que quoi. jamais, plus que jamais. Voilà. Merci beaucoup. Merci et à très vite. J'aimerais bien suivre un petit peu votre aventure à vous aussi, parce Oui, que vous avez vous avez fait cheminer un certain nombre de personnes. Je l'ai vu à travers votre site web et merci beaucoup. je vous en félicite grandement. Merci beaucoup. Merci.